Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Une histoire, un espoir. Association humanitaire, culturelle, de dialogue, qui œuvre pour un monde meilleur et plus juste. C'est aussi des personnes qui ont besoin d'être entendues, de raconter leur histoire pour être soutenues psychologiquement, physiquement ou financièrement. La concrétisation d'un projet se fait ensemble, main dans la main. L'aumône est un des piliers qui est très important pour le croyant. L'espoir est un mot puissant qui peut sauver des vies. Il a une fréquence vibrationnelle extraordinaire. C'est le rappel de l'importance d'aider son prochain, de favoriser l'inclusion et de mettre en avant la richesse de la diversité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Issa Resset, écrivain, poète et infirmier touareg. Il nous vient directement du Niger et il est accompagné par son ami Hubert Le Maréchal, président de l'association Agadez, créée en 2007. Avant tout, avant de vous les présenter, j'aimerais vous dire Ramadan Moubarak. Que cette période sacrée, ce mois sacré, soit rempli de sagesse, d'espoir, de belles pensées et surtout d'humanisme et de retour vers l'essentiel. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est déjà de se reconnecter à soi, de se reconnecter au divin et surtout de faire en sorte que nous soyons les plus utiles pour notre humanité. Bonjour Issa Resset. Bonjour Ida. C'est un plaisir de vous accueillir en direct du Niger. C'est aussi sa première télé. Ouais, donc c'est un réel bonheur justement d'être là. C'est un réel bonheur effectivement et c'est un énorme plaisir et c'est aussi une grande mission. Oui, c'est surtout ça. De plaider au nom de toutes ces familles qui espèrent en nous et qui comptent beaucoup sur nous. C'est ça, c'est exactement le mot. C'est une mission de vie. Hubert Le Maréchal, bonjour. Bonjour Ida. Donc enchantés tous les deux, main dans la main. Justement, c'est une belle aventure, votre amitié. Donc on va commencer par vous. Vous allez nous parler justement de l'association Agadez, de votre parcours déjà qui vous a amené à créer cette association Agadez. Mon parcours n'est pas très intéressant, mais l'association, oui. En fait, elle a été créée en 2006-2007, D'accord. Autour d'un feu. Autour d'un feu au Niger. Au Niger. Ouais. Autour d'un quartier de chèvre et une tegala, le fameux pain de sable. Et j'étais donc avec Issa et un autre ami, Ousmane, qui a été un grand soutien après pour l'association. Oui. Alors, moi, je m'étonnais de voir ces villages du nord du Niger se vider de tous les jeunes qui allaient grossir les bidonvilles de Niamey, de Zinder, etc. Ouais. Et je leur demandais, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour au moins les maintenir au village ou les encourager à revenir? Et ça a été très simple. Ils m'ont dit, il manque de l'eau, il manque des puits, et avec ça, ils pourraient faire des jardins. Les familles pourraient être complètement autosuffisantes. Et là, j'ai dit banco. J'ai dit, écoutez, c'est simple, on ne va pas faire de miracle, on ne va pas essayer de faire une grosse association, mais si on peut aider un ou deux petits villages, bien sûr. Moi j'essaie de trouver à l'époque 3-4 000 euros par an. Ouais. Et avec ça, on a de quoi faire un puits, faire démarrer un jardin. Et c'est ce qui s'est fait. Donc avec l'aide d'Issa et surtout d'Ousmane à l'époque, parce que lui était du village donc, que nous avions choisi, on a démarré un premier puits. Et 1 ou 2 ans plus tard, quand je suis revenu, c'était magnifique, quoi. Il y avait des cultures d'oignons, de tomates, de courges, des pamplemousses, des oranges. Enfin, c'était super. Ce puits, c'était pour combien de familles ? Ça, c'est très difficile à dire. En tout cas, un puits peut faire vivre, je pense, au moins 3 ou 4 familles sans problème. Ça, tu m'arrêtes si j'ai dit des bêtises. Tout à fait. Mais voilà, en fait, l'objectif, c'était ça. Donc, on a commencé par faire 2 ou 3 puits en dur. Donc, c'est pour ça que ça coûtait si cher. Il faut faire venir la matière première, l'acier, le ciment de très très loin. Ouais. Pour évoluer après vers quelque chose de beaucoup plus simple, des puits dans le sable qui s'effondraient tous les ans, au moment de la saison des pluies, mais qu'on reconstruisait, puisque de toute façon, il faut 3-4 jours pour creuser un puits. C'est pas très profond dans le nord de l'Aïr, là où on était, environ entre 15 et 20 mètres maximum. Et voilà. Et puis ça a été le début de l'aventure. Ensuite, on a un petit peu faire autre chose aussi. On a pas oui, on a acheté un véhicule pour que les gens puissent se déplacer. Parce que le village Tassalouat, pour le nommer, est à 200 km d'Agadez, mais c'est 9 heures de route. Donc c'est toujours très compliqué quand il y a un malade ou quelqu'un pour le conduire jusqu'à Agadez.
Ouais. Donc on a fait ça, on a fait du transport de blessés ou de malades. On a aidé évidemment Irissa en lui fournissant des médicaments, du matériel médical, etc. pour son dispensaire de tyrosérine. Ouais. Quoi encore bon. En fait, on a surtout répondu à des appels ponctuels, comme on a pu, et le mieux qu'on a pu. C'est ça, Voilà. faire des actions ponctuellement et lorsqu'il y a un besoin, c'est surtout ça. Exactement. Et vous êtes soutenu ici, justement en France, et aussi au Niger. Mais au Niger, c'est surtout les bras. C'était le but au départ. Hein. On avait même un beau projet qui était de partir avec une dizaine de jeunes. Moi, j'habitais le sud-ouest à l'époque, une dizaine de jeunes de ma ville, Villeneuve-sur-Lot, des petits jeunes qui avaient un petit peu... Ouais, Voilà. leur faire connaître un peu la vie, quoi. qui étaient un petit peu en marche quelquefois. Et avec 10 jeunes du village, là-bas, construire une école. On avait même été très bien soutenus par le conseil régional à l'époque, quelques municipalités. Il nous fallait environ 30 000 euros. Malheureusement, les conflits sont arrivés très très vite et on n'a pas souhaité quand même mettre les jeunes en danger, donc il a été reporté dans un premier temps et supprimé. C'est pour ça que, on en parlera plus tard, mais que le projet d'Issa, bon, Ouais, on va en parler justement du projet d'Issa. Mais avant de parler du projet, on aimerait vous connaître, Issa. Donc vous êtes poète, écrivain et infirmier. Oui. Donc c'est vrai que parlez-nous justement de votre parcours qui vous a amené à toujours vous inquiéter, vous occuper des autres. Oui, merci beaucoup. Je veux revenir encore sur une chose qui me tient beaucoup à cœur. Bien sûr. J'aimerais saluer ce média RTV qui est vraiment dans le dynamisme de ces projets depuis sa naissance et ça nous touche énormément. Et là, je me fais porte-parole de toutes ces populations que nous voulons aider. Vraiment, bravo à cette chaîne et nous lui souhaitons longue vie. Merci beaucoup. Mon itinéraire, c'est l'itinéraire d'un enfant nomade comme la majorité de mes frères. Donc je suis né à Balama, effectivement, là où je voulais qu'on puisse réaliser tout ce projet. Donc je suis né dans ce village en 1972. Et donc mon père, une fois à la retraite, a choisi ce village. Ouais. Et mon père avait une forte personnalité en tant que personne respectée et surtout un lien avec l'administration de l'époque. D'accord. Donc il avait eu toujours le souci de venir en aide aux populations. Donc je suis le fils de Rossé. Donc, et il m'a énormément inspiré dans ma vie au quotidien. C'est un modèle pour vous? C'est un modèle et un exemple. Ouais. Pour moi, je m'inspire. En fait, mon père était mon inspiration première. Donc, j'ai fait la première année à l'école d'Abalama. Ouais. Cette école est une création et mon père y a beaucoup œuvré. En 1978, j'ai fait ma première classe à Abalama. Et cette école a vu le jour grâce un peu aux efforts de mon papa. Qui s'est battu pour qu'il y ait la création de cette école-là. Qui s'est battu pour que les enfants de cette région et de ces villages aillent à l'école. Qu'est-ce qu'il disait sur l'éducation, votre papa? Mon père a toujours tenu un langage direct aux populations. Il a dit des mots que je n'oublierai jamais. Il a dit à la population, l'école qu'on vous offre aujourd'hui gratuitement, un jour, vous allez la payer avec de l'argent. Ouais. Et nous sommes dans ces jours-là. C'est vrai. Les écoles au Niger, ça a un prix. Ouais. Aujourd'hui, on paye la scolarisation de ces enfants. Ouais. Mon père a dit, c'est un visionnaire, il a pu le dire 20-30 ans avant que l'école soit payante. Ouais. Parce qu'à l'époque, l'école était gratuite pour tous les enfants du Niger. Donc, mais plus tard, j'ai quitté Abalama avec ma famille pour aller à Tyrosérine, effectivement, parce que mon père a compris que Tyrosérine, c'est un cadre quand même viable, parce qu'il y a de l'eau. Ouais. Mon père a toujours eu un souci, l'eau. Il savait déjà que l'eau, c'est la vie. Bien sûr. Et que sans eau, il ne peut faire aucune réalisation. Bien sûr. Ouais. Donc, à Tyrosérine, à partir de la classe de CE1, j'ai commencé à faire l'école mission. Et là, c'est des sœurs et des prêtres blancs qui ont créé la mission catholique de Tyrosérine depuis 1970. Tenez, il y a quelqu'un de très célèbre à travers ses carnets de route, Jean Ploussard.
Donc, c'est le fondateur de la mission de Tirozérine. Et donc, cette école a permis à beaucoup des enfants de la région à être scolarisés. Aujourd'hui, la majorité de nos leaders ont passé par cette école. Il y en a qui ont continué. Donc il y a une grande histoire de cette école. C'est une grande histoire aussi, c'est une épopée finalement, magnifique. C'est ça. Oui. Et je pense que oui, c'est important. L'éducation, le savoir est très important parce que il va à l'encontre de l'ignorance. Et quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, c'est le manque malheureusement de savoir, de connaître l'autre, d'aller vers l'autre. Et notre jeunesse, là, la jeunesse du Niger, elle a besoin de ce savoir, elle a besoin d'éducation. Et c'est vrai qu'il y a aussi, à travers votre écriture, puisque vous êtes poète, vous utilisez les mots d'une manière à les faire chanter, mais en même temps de transmettre un message d'espoir. D'espoir et d'élite. Ouais. Parce que, en fait, comme je l'ai dit à beaucoup de gens, à certains élitaires, quand ils me disaient écrivain, poète, tout ça, j'ai dit bon, je suis venu à l'écriture par la force des choses. Ouais. En fait, en 90, mon peuple, les Touaregs, sont révoltés parce que justement, ils voulaient plus d'autonomie, plus de développement et être respectés et intégrés chez eux. Donc, c'est une élite à laquelle j'ai participé. Donc, j'ai connu la prison en 1992, alors que j'étais lycéen encore. Et j'ai milité au fond d'une organisation clandestine et qu'on avait un groupe de camarades qu'on appelait les justiciers de l'ombre. Les justiciers de l'ombre, c'était un groupe de lycéens tout à fait innocents. En fait, c'était notre part d'apporter notre contribution au changement qui s'annonce. Et donc, cette résistance aujourd'hui a permis à cette communauté quand même d'être intégrée dans tous les corps de l'armée, d'être représentée au ministère, au gouvernement. C'est un point fort pour nous. Et nous en sommes fiers. Et c'est important. C'est très important. C'est un grand Donc en fait, c'est la manière où vous avez décidé de lutter, mais à travers les mots. Et donc, les mots, j'ai saisi cette opportunité. J'ai été à l'école, quand même j'ai un certain bagage intellectuel, donc je me suis saisi de ces mots pour en faire une arme. C'est ça. Et j'ai très bien compris que l'arme des mots est plus virulente que l'arme. Exactement. Parce que là, j'ai eu des audiences fabuleuses où j'ai pu porter le message de ma communauté partout. Et mes livres ont été partagés, lus et relus. Mes textes actuellement sont partagés par les jeunes générations et c'est une énorme fierté pour moi. Bien sûr, je pense que c'est important. Et c'est aussi une fierté pour votre papa. Oui, mon papa n'a pas vu la publication de mon ouvrage. Mais vous êtes justement, vous êtes... Mais il savait déjà que j'étais dans la dynamique et que j'écrivais. Mais oui. Et mon père était mitigé par rapport à ce don et cette passion que j'ai l'écriture. Il aimait l'écriture en même temps qu'il la redoutait. Il savait pertinemment que l'écriture peut être aussi dangereuse pour un État, par exemple, qui n'est pas conforme à certaines règles. Bien sûr. Donc ça l'impressionne en même temps que ça lui fait peur. Ouais. Il avait peur pour vous? Il avait peur pour moi parce qu'il sentait mon engagement qui était sans faille et que je suis capable d'aller loin. Comment il l'a vécu quand vous avez été emprisonné justement? Mon père était un ancien militaire et donc quand la troupe, c'était un événement des arrestations arbitraires, à l'époque on en a beaucoup parlé. Donc quand j'ai été arrêté, j'ai été arrêté en pleine ville. Je décrivais mon arrestation dans un poème que les gens partagent beaucoup, qui s'appelait « Les blessures » à l'époque. En fait, la rébellion a dégénéré et l'armée s'est mutinée. Il y avait des éléments de la troupe qui ont commencé à arrêter les gens. Donc j'ai fui pris dans ces rafles. Donc c'est 3 mois plus tard que j'ai compris que j'ai été accusé d'intelligence avec des chefs du mouvement rebelle. D'intelligence. Donc le dossier a été concocté, à travers l'écriture, à travers mes tracts, à travers mon engagement. Mais quel a été le message de votre papa justement? Mon papa était allé voir
quand la majorité des gens se cachaient dans les rues d'Agadez, mon père est sorti dans les rues pour aller voir le commandant de la compagnie pour lui demander de me libérer, que je suis encore lycéen et que je ne suis pas dans la rébellion. Et donc, le commandant à l'époque lui a promis que je serais libéré incessamment. Eh bien, je n'ai pas été libéré, j'ai passé 8 mois en prison. Donc, 3 mois à la compagnie d'Agadez et plus tard 5 mois à Kolo. Et c'est pour ça que vous avez écrit ce poème Blessure. Blessure, oui. C'est une inspiration des événements, des arrestations arbitraires de l'époque. Et en fait, vous êtes un peu ce révolutionnaire pacifique. Je suis révolutionnaire pacifique parce qu'effectivement, je suis obligé d'aller dans ce sens. Mais je n'aime pas la violence. Bien sûr, c'est pour ça pacifique. Je suis franchement pacifique parce que quand j'ai été arrêté, j'avais un album photo et qui sont mes idoles. C'est les Mahatma Gandhi, c'est Martin Luther King, ce sont ces gens que je découvre dans les journaux. Et paradoxalement, je suis arrivé à m'engager. Mais pourtant, j'ai un fond pacifique. Et là où je travaille aujourd'hui, merci à ces populations, elles ont beaucoup d'admiration pour moi parce qu'elles sentaient ce côté pacifique, solidaire, compatissant que j'ai toujours à moi. Hubert, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez Issa, qu'il a fait de la prison et que... Malheureusement, c'est quelque chose qui m'est familier. Vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qui m'avait amené depuis tout jeune, depuis 17-18 ans, j'ai milité pour différents mouvements comme Amnesty. Donc ça, c'était des choses. Alors effectivement, l'histoire d'Issa m'a touché particulièrement. Notre rencontre a été un peu le hasard, puisqu'on s'est rencontrés lors d'un salon du livre. Mais ce qui m'a surtout touché chez Issa, c'est ça, c'est ce côté pacifique, comme il dit. Enfin, en tout cas, si j'ai envie de raconter une anecdote, si vous voulez. Bien sûr. On aime bien les anecdotes ici. Issa est venu donc il y a une dizaine d'années chez moi, et on a passé 3 ou 4 jours chez mes parents. Je ne l'ai quasiment pas vu. Il a passé son temps dans le jardin avec mon papa, qui est aujourd'hui disparu. Et là, ils ont parlé de religion, de philosophie, enfin tout ce qu'on veut. Mon père était un paysan, c'était pas un intellectuel, mais il s'intéressait à tout. Et avec Issa, ils ont découvert tous les deux quelque chose. C'est qu'au-delà des religions, au-delà même des idées politiques, etc., on peut très bien se retrouver. C'est ce qui nous est arrivé à nous aussi. Moi, j'ai une éducation chrétienne, une éducation musulmane. Et quand Issa est parti, mon père m'a dit, tu sais, c'est certain, on a le même Dieu. Mais on n'a pas choisi le même chemin pour y aller. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire de la part de papa, mais aussi parce que ça collait parfaitement avec ce que nous, on ressentait. Son éducation à la mission catholique, quand il était jeune, les rapports qu'il entretenait avec les prêtres là-bas, les fêtes qu'ils faisaient en commun, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. Enfin, moi, ça m'avait particulièrement touché. Et c'était exactement ce que je ressentais, ce que j'ai ressenti depuis mon enfance, puisqu'on avait aussi, nous, dans notre village, des pères blancs, comme on les appelait. C'est comme ça que moi j'ai connu l'Afrique et que je suis tombé amoureux du Niger. J'étais allé au Mali précédemment, enfin j'ai visité une dizaine de pays en Afrique, mais j'ai eu le coup de foudre pour le Niger grâce à Issa. C'est ça. Parce que c'est une belle histoire d'amitié et qui ne s'est jamais démentie depuis 17 ans. C'est 2 frères en fait. Ah oui, ça c'est mon petit frère, on le dit toujours. J'aime beaucoup en fait ce que votre papa a dit, c'est que c'est sûr on a le même Dieu, mais on a chacun 2 chemins différents pour nous ramener justement au même Donc ça n'a rien de dramatique. Effectivement, c'est très beau. Le même objectif. La même mission. C'est ça, exactement. Oui. Parce que le monde, la vie n'a de sens que dans l'affection réciproque, dans les visions communes. Le monde n'a rien à se déchirer. Exactement, c'est sûr, c'est exactement ça le message. Je voulais dire qu'en plus, dans toutes les rencontres que j'ai faites avec des amis musulmans, je pense à Rachid Benzine, je pense à Christian Delorme de l'autre côté, que j'ai eu la chance de croiser, qui sont venus chez moi il y a quelques années aussi. Voilà, c'est nous ça. C'est de belles rencontres. Oui, c'est tout simple en fait. C'est pas de... Les gens trouvent que c'est compliqué les rapports entre les... Il n'y a rien de plus simple. En fait, il faut juste ouvrir son cœur. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de s'adapter. Moi, quand je vais là-bas, c'est compliqué. Bon, moi, quand même, c'est minimaliste. Ah oui. Mais quand il vient chez moi, c'est la même chose.
Il est un peu perdu. C'est ça. Il y a des repères. Non, mais c'est aussi amusant, ça fait partie des choses aussi agréables. Tout à fait. Et donc là, j'ai beaucoup vraiment aimé. Il faut juste ouvrir son cœur et tendre sa main pour une meilleure solidarité, une meilleure compréhension entre les hommes. Nous, après tout, nous sommes de la même planète. Eh oui. De la même famille. De la même famille. L'humanité. L'humanité. Mais justement, Issa. Et ça me parle énormément en tant que poète, en tant qu'artiste, ça me touche. Et la majorité de mes textes aussi sont centrés sur l'amour, avec un grand A, l'amour universel, l'amour de l'humanité. Et donc c'est un combat commun. C'est ça, exactement. En parlant justement d'amour, de solidarité, de partage, aujourd'hui vous êtes là. Dans l'émission Une histoire, un espoir, justement pour des familles. Vous êtes là pour parler de ce projet qui vous tient tant à cœur. Alors on va regarder en image ce projet et on va revenir dessus, d'accord? On regarde. Merci. Des familles entières du Niger ont décidé de tout quitter pour une vie meilleure. Désespérées par la pauvreté, elles se sont exilées en dehors des frontières du Niger. Mais le destin en a voulu autrement. Et ces familles se retrouvent dans des situations très difficiles, loin de leur terre natale. Alors pour elles subsiste un espoir. Le projet de Issa Rossé, écrivain, poète et infirmier touareg, soutenu par l'association Agadez, qui depuis 10 ans apporte son soutien à la création de jardins, de puits, différents soutiens à des écoles et dispensaires dans le nord du Niger. Voilà leur histoire. Et surtout leur espoir. En un projet qui prévoit la construction d'une école, d'un dispensaire, d'un forage pour créer une ferme pédagogique et permettre leur retour sur les terres de leurs ancêtres. C'est beau, j'en ai eu des frissons. Hein. C'est beau. Merci beaucoup. C'est beau et c'est touchant. C'est émouvant. Oui, c'est surtout ça. Émouvant. On le voit, hein, Issa, d'ailleurs, on va dire c'est contagieux, hein, les émotions. Quand le cœur est ouvert, c'est de la haute émotion, c'est de la sensibilité, c'est l'humanisme à fleur de peau. C'est ça, exactement. Et Hubert? Non, il avait juré qu'il me ferait pleurer à l'antenne, mais je vais résister. Il ne faut pas résister. Il faut lâcher prise. Non, je suis d'accord. En plus, c'est très émouvant de revoir ces images parce que c'est autant de souvenirs pour nous. C'est des paysages qu'on connaît bien. Voilà, de terrains désertiques qui tout d'un coup fleurissent, là, avec ces enfants qui nous couraient après, 1 an plus tard. Là, ça, c'était une grande émotion. Revenir au village 1 an après, en voyant les premières pousses, les premiers jardins et les gens qui étaient là. Voilà. Ouais. Alors, ce projet, concrètement, parlez-nous-en. Parlez-nous justement de ce projet. Merci. Pour aller dans la genèse de ces projets, donc déjà, ces projets, c'est une longue histoire. Déjà à la fin des années 90, à la fin de la première rébellion, quand les fronts avaient signé des accords de paix, mon père a initié un projet similaire. C'est vrai, moins ambitieux, mais il avait déjà initié un tel projet avec 22 familles. Ces 22 familles, il avait à cœur de les réinsérer sur leur terroir et il avait en cœur à cette époque-là une zone à côté d'Agadez qu'on appelle Terrazart. C'est un village qu'on appelle Terrazart qui existe, qui est viable encore. Donc, dans sa première initiative, c'est d'installer 22 familles avec des jardins pour leur permettre de se régénérer. D'accord. Donc, c'est à la fin d'une guerre, après tout. Donc, il voulait réinsérer ces gens-là. C'est une réinsertion. Et ce projet, mon père était très bien soutenu parce que mon père était aussi un grand guide saharien qui connaît parfaitement le Sahara, Niger, Mali, Libye, Algérie. Il connaît parfaitement le Sahara, il était vraiment à l'aise. Et de surcroît, il a une énorme clientèle, ses amis occidentaux, allemands, français, européens, qui venaient. Moi, j'étais enfant déjà dans les années 75, 74, et donc à travers
agence de voyage qu'on appelait à l'époque Jerrycan Expédition. Donc mon père recevait ses clients et les faisait partager son pays, la beauté du désert et tout. Et il s'est fait énormément d'amis. Et donc il l'aidait en cas de nécessité. Et donc grâce à ces relations, mon père a pu monter ses projets et qui a très bien marché. Mais mon père est décédé en 1997, le 16 mai 1997. Il n'a pas vu son œuvre. Mais quand même, ça reste comme une aumône qu'il a fait à ces 22 familles. Et comme l'initiateur étant pris, et que moi, à la fin de la première rébellion, je devrais reprendre des études d'infirmier, donc je n'ai pas eu le temps matériel de rester et de superviser ces projets. Donc je suis parti à Zender pour continuer mes études. À la deuxième année, j'ai manifesté mon désir de revenir reprendre en main ces projets. Mais un aîné m'a conseillé, m'a dit non, ces études-là sont très importantes, tu ne devrais pas laisser. Et donc j'ai continué. Donc vous avez continué vos études pour être infirmier? Pour être infirmier et pour être utile au centre de la mission catholique, qui est aussi pleinement dans le social, dans l'humanisme, dans le partage. Et donc, ce projet a pris naissance à partir de celui-ci. À partir du projet de votre papa? C'est le projet de mon papa qui m'a inspiré. Maintenant, le Niger étant stable, notre communauté est parfaitement intégrée, et donc il y a un climat favorable. Je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de revaloriser à nouveau ces projets et de le faire à une dimension plus large? C'est ce qui a fait que j'ai pensé à Balama et j'ai pensé à toutes ces familles en dehors du Niger. En fait, ce sont les familles qui se sont exilées, ils sont en Algérie, en Libye. Ils sont dans les périphéries, en Libye, en Algérie. Ils ne bénéficient pas de bonnes conditions de vie. C'est l'exil qui les a amenés, un départ économique pour des raisons économiques. Ces gens-là, nous allons les appeler. Nous sommes déjà en contact avec beaucoup pour qu'ils reviennent. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces familles? Qu'est-ce qu'elle vous dit quand, justement, ils ont entendu parler de ce projet? Eh bien, il y a déjà, merci beaucoup, une première vidéo qui a circulé. Et puis, il y a les réseaux, il y a les téléphones. Et puis, comme déjà ces familles étaient conscientes du premier projet de mon père. Et quand je suis revenu avec cette version du projet, et ils s'y attendaient, ils n'étaient pas étonnés. Beaucoup de gens m'ont appelé qui me disaient, Issa, ne n'oublie pas dans ton projet. Je dis, je souhaite que ce projet voit un jour le jour. C'est effectivement à votre intention. Sûr, bien sûr. C'est pour créer de nouvelles conditions de vie chez vous, en toute dignité. En toute dignité, parce que la dignité est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Bien sûr. Parce que vivre en exil, ce n'est pas digne. Être en déplacement permanent, ce n'est pas digne. Donc la meilleure chose, on n'est jamais mieux que chez soi. Et sur les terres des ancêtres. La terre des parents. Ben oui, c'est ça. Le cordon ombilical, la terre chez nous, c'est sacré. Personne n'aurait imaginé que je suis parti d'Abalama il y a combien de décennies déjà. Personne n'aurait pensé qu'un jour j'aurais ce désir ardent de revenir sur ma terre natale. J'ai une relation, en tant que poète, j'ai une relation particulière avec la terre, parce que déjà la terre c'est la mer. Oui, bien sûr. Et le cordon ombilical, dans notre conception de l'imaginaire touareg, c'est sacré. Donc il y a une mission sacrée et cette mission m'incombe aujourd'hui. C'est prendre soin de votre terre, mère, qui vous en porte. En mémoire de tous ceux qui ne sont plus et ça. de tous ceux qui sont restés aussi, pour les aider à vivre mieux, à les intégrer à la société nouvelle, une société de paix et de partage. On le souhaite justement, cette société de paix et de partage. Donc Issa Rossey, vous êtes venu avec votre ami justement Hubert Le Maréchal, président de l'association Agadez aujourd'hui pour justement parler de ce projet. Un projet immense, un projet dont le coût est de 100 000 € parce qu'il faut faire un forage, donc il faut ramener l'eau dans le désert, donc sur cette terre aride, pour pouvoir justement faire des cultures, eh bien, il y a besoin d'eau pour tout. De toute façon, on a dit, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie, Aman, Iman, l'eau c'est la vie. Oui. Et je vous accompagne en disant que ce projet est ambitieux. Il est ambitieux comme les rêves d'un poète. Bien sûr. Comme les rêves d'un poète, ce projet ambitieux, il faut créer. Ces villages existent déjà.
mais il faut faire revenir d'autres personnes du même village. Ce n'est pas un camp que nous voulons créer. Non, nous voulons créer des conditions de vie et amener la jeunesse qui est là en train de pousser, de ne pas suivre les sirènes du mensonge de l'exil. C'est ça. L'exil, nous n'aimons pas l'exil. Nous l'avons vécu à un temps donné, nous ne le souhaitons à personne. Donc, Abalama est en plein centre de l'immigration. Nous ne voulons pas que nos enfants aussi puissent avoir ces idées de tous ces jeunes qui viennent du sud de l'Afrique, du Nigeria, d'ailleurs, qui traversent ces villages en direction de la Libye, de la Méditerranée, de l'Italie et de l'Europe. Non, nous ne voulons pas que nos enfants aient ces idées. Nous voulons que nos enfants grandissent dans un esprit de rester attachés à leur terroir. Aussi, ne pas couper du monde qui avance. Il faut l'école. Il faut les sécuriser aussi par la santé, un bon centre de santé. C'est ça. Et c'est ça qui est important dans votre projet, parce qu'il y a tout. Il est complet. Il y a le dispensaire, il y a l'école, il y a justement la création d'une ferme pédagogique, d'une ferme qui va permettre justement de vivre de son agriculture grâce à l'eau, du forage. Et c'est pour ça que c'est plus qu'un... Issa, je pense que c'est plus qu'un projet ambitieux. En réalité, c'est un projet du cœur, un appel du cœur. Et ce que vous venez de dire, c'est quelque chose de très très beau, parce que quand on voit tous ces jeunes en Europe qui dorment sous des tentes, malheureusement, qui n'ont aucune condition, qui n'ont même pas d'eau, qui n'ont même pas de quoi se laver ou de quoi manger, eh bien, je pense que votre projet devrait être le projet mère de plusieurs autres projets dans les autres pays. Parce que c'est important. C'est important, je pense, à mon humble avis. Ce projet est extrêmement important parce que déjà de prime abord, je n'ai pas eu de difficultés pour avoir la documentation nécessaire. La commune rurale d'Aderbi-Senet, à laquelle dépend Abalama, m'a tout de suite donné toutes les autorisations nécessaires. Pour le faire. Pour le faire. Et ensuite, ils m'ont donné 10 hectares. De terrain, c'est d'emblée. Si tu commences, on va te donner encore davantage. Le conseil régional d'Agadez aussi m'a pris à bras le corps pour me dire que ce projet, c'est un projet de la dignité. Mais bien sûr. Et le président du conseil régional a eu des mots très forts pour ce projet. Et il était fier de ce projet. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit que c'est le projet de la dignité. C'est l'un des rares projets qui nous a tant émis. Oui, parce qu'en fait, vous redonnez la dignité aux familles. Et surtout, ce qui est important, c'est que grâce à ce projet-là, toutes ces familles qui sont exilées dans les autres pays vont revenir. Le retour aux sources, à la terre, mère, aux ancêtres. Et c'est très chargé vibratoirement. Et c'est ça, je pense, qui vous touche. C'est effectivement, vous savez, moi, c'est l'émotion. Mais ouais. Moi, je suis constamment dans l'émotion. Bien sûr. Et sans émotion, je n'aurais pas pu écrire. Sans émotion, je n'aurais rien dit sentir. Donc, je suis dans l'émotion et dans la tradition aussi qu'un homme doit aider les siens. C'est important. C'est un devoir. Et ce qui est beau, Issa, c'est que vous avez embarqué avec vous dans votre aventure Hubert. C'est ça. Il m'a embarqué, ça c'est sûr. Il vous a touché. Quand j'ai vu, effectivement, c'est très fort. Il n'a pas hésité. Oui, c'est ça. Non, j'ai pas hésité, mais on va dire les choses comme elles sont. Tu m'as fait peur quand même, parce que c'est un grand utopiste aussi. Bon, on sait très bien que tout se réalise grâce à des utopistes. Mais bien sûr. Mais bien sûr, le projet il est magnifique. Alors après, je suis là aussi pour ça avec lui, de ramener un petit peu les pieds sur terre, en disant ton projet, il peut se faire. Il n'y a pas de souci, on va tout faire pour qu'il se réalise. Mais il va falloir procéder par étapes, parce que quand j'ai vu effectivement ce que ça représente financièrement, 100 000 euros, c'est quand même important, quoi. On a fait des petites actions à 4 000, 5 000, 10 000 euros, mais là, tu as mis la barre un peu haut quand même. D'où aussi l'idée de découper en plusieurs partie le projet, c'est-à-dire que le plus urgent au départ, c'est effectivement l'eau. À partir du moment où on aura l'eau et les premiers jardins, d'abord ça montrera aux gens que le projet est bien engagé, et puis il y aura une évidence, il y aura des familles qui se seront installées, il y aura besoin d'éduquer aussi les enfants, de construire cette école. Alors évidemment, ce qui le touche encore plus, c'est le dispensaire, puisque bien sûr. Évidemment, c'est sa partie. Et puis c'est indispensable. Et donc c'est ma vue aussi, la santé des populations. Les malades, les soins, aider, bien sûr. Les soins et puis les supports psychologiques aussi. Bien sûr, c'est ça qui est important. La mission m'a
énormément donné en matière des infrastructures sociales de base. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé, les prêtres que j'ai côtoyés, les sœurs. Donc, je ne pars pas de rien. Vraiment, j'ai eu cette chance d'être bien entouré. D'ailleurs, on les remercie. Hein. J'espère qu'ils vont regarder cette vidéo. On remercie ces prêtres, ces sœurs qui ont aidé Issa, issus de Touareg, issu de l'islam, hein, et en même temps cette beauté, cet enrichissement de ces êtres de lumière qui œuvrent ensemble pour un monde meilleur. Et c'est ça qui est beau. C'est ce qui est beau chez nous. Oui, voilà. C'est ce qui est beau chez nous parce qu'on n'a pas l'impression de cette divergence, de cette séparation. Non, c'est ensemble. Et puis, comme le disait si bien le père à mon frère Hubert, il a dit nous avons les mêmes vies, seulement les chemins pour y parvenir. C'est ça exactement. C'est ça. Et c'est vrai que l'association Agadez a toujours été derrière les actions de Issa et pour vraiment aider le Niger. En fait, j'avais aussi deux interlocuteurs de confiance sur place, quoi, Issa et puis Ousmane, qui n'est pas là, mais qui est là quand même avec nous. Et, donc je pouvais aussi aller les yeux fermés. À chaque fois qu'on a financièrement soutenu une action, ça a été au centime près. Dès qu'il y avait un souci, on était prévenus tout de suite. Donc aussi, ça met les gens un peu en confiance. C'est vraiment une histoire d'amitié, hein, parce qu'autour de nous, les projets, ils ont été soutenus par des amis, des anciens trekkers avec qui j'avais traversé des bouts de désert. Bon voilà, quoi, c'est une histoire d'amitié. Jusqu'à aujourd'hui, bon là, c'est un peu différent. Le projet est tellement ambitieux, il faut qu'on fasse appel au peuple, là, parce qu'on ne va pas y arriver tout seul. Bien sûr. Mais c'était vraiment, voilà, nos familles, enfin, tout le monde a participé, quoi. Voilà. Mais c'est un beau projet, et encore une fois, je pense vraiment que c'est un projet qui va comment dire, soutenir toutes ces populations, toutes ces familles qui ont besoin de revenir à la source et qui ont besoin de retrouver cette dignité. C'est important, parce que quoi qu'il en soit, lorsqu'on part de chez soi, de sa terre natale, on a toujours cette blessure. On a mal psychologiquement, on a ce décalage où on n'arrive pas à s'adapter dans un autre terrain, même si on est accepté ou pas accepté, mais c'est quand même des épreuves difficiles et le fait d'être loin de sa famille, c'est très dur. Et c'est vrai que ce projet, donc pour ceux qui nous regardent, le projet de Issa Rossé qui est venu spécialement ici, à Paris, sur RTV, pour vous parler, pour toucher vos cœurs. En ce mois sacré de Ramadan, ce mois de zakat, ce mois d'aumône, permettez justement à ce que ce projet merveilleux, humaniste, ce projet qui vient de l'âme, du cœur, cette continuité du projet du père de Issa, qui a toujours été là pour aider, soutenir, donner la parole au peuple, parce que lorsqu'on a l'art oratoire comme justement la famille Rosset, ils utilisent les mots pour toucher vos cœurs. Alors Hubert aussi, président de l'association Agadez, les deux sont venus là en ce mois sacré du Ramadan, pour toucher vos cœurs, pour vous demander justement de les aider activement. 100 000 €, nous sommes combien de milliards de personnes sur cette terre ? On peut ensemble réaliser ce rêve. Et si on réalisait ce rêve, eh bien, ce serait un exemple pour toutes les populations, tous ces jeunes qui traînent dans les rues, malheureusement qui se droguent, ou alors qui n'ont aucun moyen justement de subvenir à leurs besoins et qui se disent on a traversé la mort pour venir en Occident et regarde notre situation. On a perdu notre dignité. Là, c'est un projet merveilleux parce que grâce à vos dons, même 1 €, si chacun d'entre vous donnait ne serait-ce qu'1 €, on pourrait réaliser ce rêve-là. Un rêve pour créer un forage, l'eau. L'eau est la meilleure des zakat, l'eau est la meilleure des aumônes. Celui qui donne de l'eau à des familles, c'est une zakat, comment on dit déjà, excusez-moi. C'est une zakat qui continue même. Voilà, c'est ça, exactement. C'est une aumône qui continue. Un lieu de prière. Exactement. Et en fait, grâce à cette eau-là, il y aura la vie.
Donc on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas. On va mettre justement dans l'émission les coordonnées de l'association avec un numéro de téléphone, avec aussi justement le RIB où vous pourrez apporter les chèques. Il y aura aussi une cagnotte en ligne, on l'espère. Ensemble, partager, donner en ce mois sacré de Ramadan. Je sais qu'on peut ensemble faire beaucoup de choses. On peut réaliser, on peut montrer à Issa qui est venu spécialement du Niger pour venir ici à Paris, à RTV, pour parler ouvertement. Il vous a ouvert son cœur, il vous a ouvert son histoire, il vous a ouvert justement son âme. C'est un homme qui œuvre jour et nuit pour l'être humain. Et c'est ça qui est beau. Et une histoire, un espoir. L'espoir, c'est une énergie tellement puissante, tellement puissante. Donc c'est vrai qu'il est important. Moi, je dirais que ce n'est pas un projet ambitieux. Je dirais que c'est le projet du cœur. C'est le projet de l'humain qui doit aimer son prochain. C'est le projet où, vous voyez, quand il m'a dit, Issa, ben les familles, elles pleurent. Les familles, elles sont contentes. Parce qu'ils ont espoir. Et espoir, ça sauve la vie. Le mot espoir a une énergie tellement puissante qu'il vous dit tout est possible. Et je pense que c'est ça. C'est les mots. Il n'y a pas de mots assez forts, Issa, pour vous dire notre gratitude d'avoir une personne comme vous sur Terre. Merci. Pour permettre justement d'être le porte-parole de ces familles en souffrance psychologique, physique, démunies. Ces personnes qui ont dû quitter leur terre natale, la terre de leurs ancêtres, parce qu'ils n'avaient rien. Et aujourd'hui, en fait, grâce à ce merveilleux projet, en ce mois sacré du Ramadan, eh bien, Issa Rosset et Hubert, président de l'association Agadez, sont là devant vous pour justement vous demander de les aider. Main dans la main, nous pouvons réaliser ensemble ce rêve. Et je compte sur vous. Je compte sur vous pour qu'on puisse dire notre humanité reste dans la lumière. Notre humanité a beaucoup de générosité. Je pense que c'est ça qui est important, Issa. Merci. Merci, Ida. Vos mots sont forts aussi, autant que les nôtres. Et c'est les mots du cœur et c'est les mots de l'espoir. Ça nous touche énormément. Et là, au nom de toutes nos populations, on vous dit encore merci. On espère en tout cas. Merci au nom de tous les miens. Merci beaucoup. Il n'y a même pas de merci. En réalité, nous devons tous être comme ça. Ça doit être ça, l'humain. L'humain, s'il est là sur Terre, c'est pour faire parler le cœur. Et notre humanité a besoin de ça. Hubert est là, je le regarde depuis de tout à l'heure. C'est aussi sa première. On a tous les yeux humides, c'est fort, c'est comme ça. Parce qu'on ressent l'énergie qui circule. Ouais, l'émotion aussi. On ressent. Issa, je repense au film qu'on est allé voir. On était à l'Institut du Monde Arabe mardi soir pour voir le film de Abbas Fadel. Ouais. Dans son film, il y a des symboles très très forts, et entre autres, la mosquée et l'église de son petit village qui ont été reconstruites côte à côte. C'est beau. Et ces communautés qui, malgré toutes les difficultés que traverse le Liban et les problèmes avec ses voisins, continuent à vivre ensemble sans aucune difficulté apparente en tout cas. Et voilà, encore une fois, c'est notre histoire quoi, qui se prolonge au travers d'Abbas aussi, enfin de plein de gens comme ça qu'on rencontre régulièrement, et puis qui nous redonnent un peu de temps en temps un petit coup de fouet parce qu'on en a besoin. Des rappels. Oui, des petits rappels. Surtout dans, dans ce monde. Ça. On a baissé un peu les bras pendant les périodes de conflit, là, les rébellions, les conflits, les incursions qui viennent de l'extérieur, là, qui sont... Donc là, on faisait des petites actions ponctuelles, évidemment, quand ils avaient besoin, mais par contre, ce projet, effectivement, nous a vraiment réveillés. On s'est dit, bon, là, on a vraiment quelque chose qui va nous permettre d'y aller, oui, et puis d'y croire, et puis... on y croit. Ça se fera, on va se donner le temps, mais ça se fera. Bien sûr. L'une des choses qui m'a beaucoup plu, quand ce projet a pris forme et que sa conceptualisation est devenue évidente, Hubert était la première personne que j'ai touchée. Je lui ai expliqué le projet.
Il m'a dit, eh bien, c'est grandiose, mais j'y crois. C'est ça. Il m'a dit tout de suite, j'y crois. Parce que c'est évident. Il n'y a pas plus évident que de faire ramener ces populations sur leur terroir, leur offrir les moyens de vivre dans la dignité. Il n'y a pas plus évident que ça. Et puis, on a aussi ce soutien dont je parlais précédemment, les autorités. D'emblée, nous avons le soutien et le support de ces autorités. Et donc, d'une façon plus générale, aujourd'hui, le Niger est un pays stable. Bien sûr qu'il y a des foyers de tension vers le Nigeria, par exemple, ou la zone des 3 frontières. Mais cette zone où nous voulons implanter ces projets, c'est une zone paisible. Et les gens avaient une culture de la paix. C'est ça. Ils avaient une culture authentique de la paix et de l'hospitalité. Et ce projet, c'est à 80 km d'Agadez. C'est pas si loin d'Agadez. Et donc, dans un endroit sécurisé. Donc, c'est vraiment le moment de mener à bien cette mission. C'est ça. Et j'aime beaucoup le mot culture de la paix. Je pense que c'est grâce aux enseignements de nos ancêtres, le respect des valeurs, la sincérité, l'honnêteté. L'honneur aussi. L'honneur. La notion de l'honneur. Exactement. Et c'est ce que manque notre monde aujourd'hui, dans le monde où on est beaucoup dans le monde du numérique, où tout va vite, où on montre tout et n'importe quoi, et que nos jeunes perdent ces valeurs. Eh bien, moi, ce que j'ai beaucoup aussi aimé dans votre projet, Issa, c'est cette création d'écoles qui apprendra à nos jeunes ce que c'est que les valeurs et le respect, et surtout la tolérance. Exact. Grâce à votre expérience, où vous avez côtoyé justement les prêtres, et en même temps les sœurs, et en même temps vous avec votre éducation musulmane, et vous avez montré ce que c'est que réellement. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est quand Hubert il nous a parlé de ce film où ils ont construit une mosquée, une église, reconstruit justement cette mosquée et église ensemble. Et ça m'a rappelé aussi un hadith du prophète, excusez-moi si les mots ne sont pas les mêmes, mais en fait au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il y avait une seule habitation et que les 3 religions cohabitaient ensemble pour faire la prière. Le vendredi, les musulmans, le Shabbat, le samedi, et le dimanche, la prière des chrétiens. Et en fait, c'est cela les vraies valeurs. C'est cela qu'il faut retrouver. Et ça, on ne peut pas le retrouver sans mettre au centre de tout l'amour véritable. L'amour véritable, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. C'est ce qui nous fait aller vers l'autre. L'autre que l'on ne connaît pas, mais en réalité, nous sommes pour chacun un miroir. Aujourd'hui, ça, oui, Hubert. Non, je suis en train de... Oui, je repense toujours, enfin, voilà, je repense la même chose, c'est-à-dire que pour nous, ce qui nous étonne toujours, c'est de voir ces gens qui se déchirent, alors que c'est si simple de pouvoir vivre ensemble. Je repense aussi à une autre histoire de Villeneuve que tu as connue aussi, où à une époque où la communauté musulmane cherchait un local pour faire une mosquée, on avait des églises qui étaient complètement abandonnées, qui ne servaient à rien. J'ai eu le malheur parce que bon, les choses se sont arrangées, mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on leur donnerait pas une église qui est inoccupée pour faire ça? Alors là, forcément, c'était un peu partagé, mais l'idée a fait son chemin, et puis finalement, quelqu'un a trouvé un endroit bien situé en ville, je trouve que c'est bien, où la communauté a pu construire sa mosquée. Et moi, ça me paraissait quelque chose d'évident, comme ça, l'inverse aurait certainement paru évident à Issa. Et en plus, cette idée de prière des 3 communautés, moi, ça m'a toujours aussi touché, ça m'a paru quelque chose d'évident aussi. Et c'est ça qui est... Et moi, ça me désole, à chaque fois que j'en parle, je ne comprends pas. Quoi. On sent des émotions. Hein. On sent qu'aujourd'hui, cette première émission est remplie d'émotions. On ressent l'énergie circuler, les émotions circuler. Magnifique. Qui est là, qui habite cette salle. On le sent. Cette énergie est palpable. Exactement. Elle est là. Je vais toujours dans ce sens, il y a une anecdote. Et donc, c'est au cours de l'un de mes premiers voyages en France.
Donc j'étais arrivé, c'est la première fois que j'arrive en France, je suis carrément dépaysé. Je suis bien entouré, j'ai des amis qui m'attendaient. Et donc là, on fait une petite promenade sur la place du marché. Ouais. Et sur la place du marché, il y avait des Sénégalais qui exposaient leurs bijoux, leurs objets d'art. Nous étions 3 en entrant au marché, on marchait comme ça. Et puis il y avait un monsieur de teint noir qui s'est levé et qui a couru directement sur moi, qui m'a pris à bras le corps, il m'a embrassé, il m'a dit « Merci mon frère ». Et ce monsieur-là, il est du Sénégal. Et le Sénégal, c'est aussi chez moi, c'est l'Afrique. Ouais. Et donc j'étais ému, et c'est spontané. En Afrique, on va l'un vers l'autre spontanément. Et donc mes amis, plus tard, ils m'ont demandé, ils étaient étonnés. Plus tard, à la maison, ils m'ont demandé, où est-ce que tu as connu ce monsieur? J'ai dit non, on n'a pas besoin de se connaître. Ouais. Ce monsieur est un Africain et ce monsieur, il m'a vu, il sait que soit si je ne viens pas du Mali, je viens de l'Algérie ou du Niger ou de la Libye. Donc il est venu, c'est un frère à lui. C'est mon frère en humanité. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup plu. Il a ressenti, en fait, c'est déjà la fin de l'émission. Spontanément, il est venu m'embrasser. Il a senti la présence. Et voilà, Issa, Hubert, c'est la fin de l'émission. Très belle émission. Donc n'hésitez pas, regardez, on va mettre justement les coordonnées de l'association Agadez. On compte sur vous, on compte sur vos cœurs, on compte sur votre générosité, même 1 €, pour participer justement à ce projet, cet élan du cœur, cet élan de l'âme, ce qui va nous permettre justement d'aider des populations, des familles. N'oublions pas, nul n'est à l'abri justement du besoin. Et ensemble, nous pouvons faire des miracles. Merci à tous. Merci Issa. Merci d'être venu du Niger et je sais que vous allez bientôt repartir. Merci Hubert pour l'association Agadez. Merci à tous les deux pour votre générosité d'âme, votre cœur, votre bienveillance et cette belle énergie qu'on a partagée aujourd'hui dans cette émission. Une histoire, un espoir. Merci à tous. À très bientôt.